merci beaucoup d'être présent ce soir pour cette nouvelle Université populaire d'histoire. On est ravis d'accueillir, enfin à distance, Leïla Darly, qu'on connaît ici à Pessac, puisque vous nous aviez fait la gentillesse et l'honneur de venir il y a quelques années à Pessac pour un festival consacré au Moyen-Orient, au Proche-Orient, qui avait été décalé suite malheureusement aux attentats de Paris, mais qui s'était quand même qui avait eu lieu quand même en mars-avril 2016. Voilà. Donc ça fait quelques années. On est ravis de vous retrouver à distance, puisque vous êtes depuis Berlin, où vous travaillez désormais. Alors quelques mots de présentation avant votre conférence. Vous êtes agrégé et docteur en histoire. Vous êtes spécialiste de l'histoire intellectuelle et sociale du monde arabe contemporain. Vous êtes actuellement chargé de recherche au CNRS et affecté au centre Marc Bloch, donc qui se trouve à Berlin. Vous dirigez aussi un programme de recherche de l'ERC, European Research Council, qui concerne notamment, si j'ai bien compris, les révolutions dans les pays arabes depuis les années 50, depuis les indépendances, dans la zone arabe de la Méditerranée. Vous avez écrit plusieurs ouvrages qui concernent cette question du Proche-Orient et du Moyen-Orient, notamment une histoire du Proche-Orient contemporain qui est parue à la découverte en 2015, et le Moyen-Orient, fin 19e, 20e siècle, qui est paru au Seuil en 2016. Et puis tout dernièrement, un ouvrage collectif qui s'appelle L'Esprit de la révolte. Alors, je ne sais pas si on le voit bien, voilà. L'Esprit de la révolte, archives et actualités des révolutions arabes, qui est paru aux éditions du Seuil en octobre 2020, si je ne me trompe pas. Et c'est un ouvrage vraiment collectif, peut-être que vous pourrez en dire un mot, avec une volonté finalement de collecter et d'expliquer un corpus d'objets qui a été utilisé pendant les révolutions arabes de 2010-2011. Alors quand on parle d'objets, je pense que ce sont des symboles, des pratiques, mais aussi des figures de la Révolution. Ce sont aussi des objets matériels, des tracts, des photos, etc. Et donc vous avez, avec les autres personnes qui ont signé cet ouvrage, choisi de collecter ces archives, de les expliquer, pour expliquer véritablement l'esprit et le sens de ces révolutions et de ces révoltes dans les pays arabes en 2010-2011. Voilà. Alors, il faut aussi souligner que depuis ces révoltes et ces révolutions, il y a eu quand même des contre-révolutions, il y a eu des guerres, il y a eu des violences extrêmes. Finalement, rien n'est achevé, rien n'a depuis ces révolutions. Et je pense que c'était important de revenir sur cette période-là, parce qu'on est actuellement en permanence finalement soumis à des informations qui nous viennent sur les guerres, sur les violences, sur les enjeux géopolitiques des pays arabes, et revenir finalement sur ces points de départ, sur ces révolutions, sur ces révoltes. Ça permet un peu de changer d'optique, se rappeler aussi que finalement rien n'est achevé, que des formes de révolte peuvent de nouveau survenir dans les pays arabes. On l'a vu notamment en Algérie en 2019. Voilà. Donc c'était important, 10 ans après, de faire ce retour sur cette histoire, et vraiment merci encore d'être avec nous pour cela. Et je vous cède la parole. Merci beaucoup, merci à vous pour cette introduction qui rentre directement dans le sujet. Alors, ce que je vais vous proposer pour cette conférence, c'est en effet de revenir sur les épisodes des révolutions, ce qu'on a appelé des révolutions arabes. Et je vais très largement m'inspirer en effet de l'ouvrage que vous avez montré, qui est le résultat du travail collectif qu'on continue de faire dans le cadre de ce programme de recherche que vous avez mentionné. Alors, la spécificité de ce travail, c'est qu'il consiste à chercher à exhumer, disons, les souvenirs et les souvenirs des aspirations à la révolte et à la révolution dans le monde arabe méditerranéen. Et il est certain que cette démarche, elle part, disons, du présent, ou du passé récent. C'était il y a 10 ans. Finalement, il s'est écoulé assez peu de temps, et comme vous l'avez dit, c'est une histoire qui est bien entendu toujours encore en cours, inachevée,
mais comme toute histoire l'est finalement. Donc c'est pour moi disons, une sorte de devoir et de travail permanent que de revenir sur ce passé pas très lointain pour essayer de comprendre ce qui nous dit de notre présent et ce qui nous dit aussi parfois des échos du passé, en particulier du passé de ces États devenus indépendants dans des circonstances déjà révolutionnaire. Il faut se souvenir que dans la région, l'idée de révolution, l'idée contemporaine de révolution, elle est d'abord attachée aux luttes de libération nationale et donc au contexte de la décolonisation avant de se revivifier ces dernières années par d'autres aspirations à la révolte. Entre les deux, il y en a d'autres, mais je ne vais pas en parler aujourd'hui. Je vais me concentrer aujourd'hui sur justement ces révolutions arabes qu'on a connues récemment. Donc cette conférence, elle est construite un peu au fil de l'eau et je vais vous proposer d'aller comme pour le livre en fait, d'aller non pas d'objet en objet, mais peut-être d'idée en idée. Et le fil conducteur, ça serait de trouver ou de comprendre quelles sont les principales idées qui ont été comment dire, débattues et imposées, disons, et parfois contestées dans le cadre de ne pas la laisser toujours sous vos yeux et de revenir à vous pour regarder un peu dans les yeux. J'espère que la connexion est correcte. N'hésitez pas à me le dire si jamais ça devient un peu instable, puisque ça arrive parfois à Berlin. Donc, je partage d'abord cette première image. Donc, je l'ai intitulée « Se révolter pour la dignité, fragment des révolutions arabes ». Pour moi, en tout cas dans ma perspective, la question de la dignité est une question centrale pour les révolutions arabes. Elle s'énonce en arabe par le mot de karama, qu'on a entendu beaucoup dans les rues ces dernières années. Et elle porte en elle des aspirations qui sont assez complexes. L'ensemble du programme dont vous avez parlé consiste à essayer de comprendre le rôle que joue la dignité ou comment on peut la caractériser dans les soulèvements contemporains dans le monde arabe. Le mot qui est écrit sur ce mur, qui est un mur de Beyrouth, justement, 2019, est celui de Thawra, qui désigne la révolution en arabe. Et l'un des fils de cette histoire, de ces 10 dernières années, consiste peut-être, en tout cas certainement, à avoir imposé ce mot comme le mot qui désigne les soulèvements contemporains dans le monde arabe, qui s'autoproclament révolution très vite, même quand il ne dure que quelques semaines, comme ça a été le cas au Liban, comme vous le savez, puisque ce mouvement a été interrompu, comme d'autres, en Algérie ou ailleurs, au Soudan, par la pandémie, par des crises économiques majeures. Il reste que l'idée de révolution, elle, continue à circuler dans la région. Je veux juste rappeler brièvement, pour mettre en contexte la situation qui était celle des pays qui se sont soulevés en 2010-2011. Ce n'est pas inutile parfois de se souvenir de ça, puisque, comme vous l'avez dit, ce souvenir a été recouvert par beaucoup d'autres épisodes, parfois extrêmement violents, en effet. Lorsqu'en 2010-2011, les soulèvements se sont succédés, on se souvient que la surprise était énorme. La surprise était énorme parce que, finalement, qui se souciait de savoir ce qui bougeait encore dans ce point du monde? En Tunisie, Ben Ali était là depuis 1987, c'est-à-dire 33 ans. En Égypte, Hosni Moubarak, installé depuis 40 ans, préparait la place pour son fils. Au Yémen, Hadi Abdallah Saleh avait été le président du Yémen Nord pendant 12 ans, puis celui du Yémen unifié pendant encore 22 années. Quant à Bachar al-Assad en Syrie, arrivé au pouvoir après les 30 ans de règne de son père,
Il est président depuis 10 ans lorsqu'éclate la révolte, et donc aujourd'hui à la tête de la Syrie depuis plus de 20 ans, ce qui fait donc un demi-siècle de la famille Assad. Il n'est donc pas inutile de se souvenir de ces chiffres. Attendez, parce que là, j'arrive plus à avancer. De ces chiffres qui disent à quel point on avait certainement oublié que d'autres mondes étaient possibles et que des générations entières n'avaient dans ces pays connu qu'un seul visage. Il est important, et l'image que je vous montre, de parler de visage, tant les portraits de ces dictateurs faisaient partie de l'univers visuel familier des populations de ces pays-là. Les révolutions arabes, dans mon esprit, et je pense que cette image que vous voyez le montre bien, c'est d'abord un geste pour déboucher l'horizon, pour se défaire des despotes et de leur image omniprésente, et évidemment des multiples formes de leur présence. Ce geste, il a été symbolisé par le slogan qu'on a entendu d'abord en Tunisie sous la forme du dégage tunisien, mais qui ensuite s'est traduit dans la région de multiples manières. Alors aujourd'hui, quand on pense aux révolutions arabes, et surtout quand on en parle dans les médias et ailleurs, on a souvent des images de chaos face à l'ordre qui régnait avant. On a l'idée selon laquelle les révolutions ont été suivies, c'est vrai, par des contre-révolutions. Et les révolutions arabes ont eu tendance à être présentées aussi comme des moments un peu isolés, des sortes de super manifs qui finissent par renverser un tyran. Donc ça serait une sorte de geste qui, essentiellement, aurait visé à faire tomber justement cette image. Alors, c'est d'abord ça, mais ce que je voudrais essayer de dire aujourd'hui, c'est qu'on peut déjà, aujourd'hui, essayer de comprendre comment ces révolutions se sont gouvernées ou comment elles ont, quelle substance elles ont eu, comme on peut le faire, par exemple, pour la Révolution française, ou la Révolution américaine, ou la Révolution russe. Réfléchir non pas forcément au projet révolutionnaire qui les a portés, puisque comme ça a été souvent dit, ces révolutions n'ont pas été annoncées par un quelconque projet révolutionnaire, mais finalement, quelle révolution a jamais été réellement annoncée par un projet politique? Elles sont, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'elles, dans leur accomplissement même, elles nous ont dit des choses. Et c'est là-dessus que je voudrais aujourd'hui me pencher. Sur le moment, il a été beaucoup question de l'unité ou de l'identité même des révolutionnaires. Qu'est-ce qui rassemble tous ces gens? On a pensé évidemment à des questions d'ordre sociologique. On a parlé par exemple de la figure des diplômés chômeurs, des gens qui n'avaient pas de débouchés. On a aussi évoqué des questions identitaires, en particulier par exemple sur la Syrie, en disant qu'une majorité de musulmans sunnites, par exemple, s'était soulevée face à une minorité qui les gouvernait. On a parlé de questions liées au climat, aux sécheresses, aux difficultés à réaliser ces objectifs d'existence, disons, de multiples manières. Tout ceci est certainement en partie vrai et en partie faux. Surtout, ce qu'il faut bien dire, c'est que aucune de ces explications ne suffit jamais à expliquer pourquoi, à ce moment-là, se produit une étincelle, sur laquelle je ne vais pas revenir, puisque vous avez certainement, pour la plupart, en tête ce qu'a été cet épisode, cette étincelle qui était l'immolation de Mohamed Bouazizi dans une ville moyenne de l'intérieur de la Tunisie, Sidi Bouzid. Cet événement, aussi spectaculaire qu'il soit, n'est pas un événement isolé dans l'histoire contemporaine ni de la Tunisie ni de la région. Malheureusement, les suicides politiques même, les suicides mis en scène comme des contestations, sont plutôt, disons, j'allais dire monnaie courante, c'est pas exactement ça, mais en tout cas
relativement fréquent et épisodiquement remarqué dans la région. Alors évidemment, la question de savoir pourquoi celui-là en particulier a fait couler beaucoup d'encre, hein, savoir pourquoi celui-ci a déclenché un tel mouvement de révolte, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais il est certain que l'événement révolutionnaire nécessitait un épisode, un déclenchement qui se trouve être concentré dans le geste de ce vendeur de légumes ambulant qui s'était vu refuser de vaquer à ses occupations. Ce geste-là, il contient en lui-même une signification extrêmement importante dans l'économie morale et l'économie politique de la région. Je ne sais plus comment sortir de là maintenant. C'est encore là, oui. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que ce geste, il met en scène une façon de vivre dans la plupart des pays, mais là, on va prendre simplement le cas de la Tunisie. Quand on parle d'un vendeur ambulant, qu'il ait été diplômé ou non, hein, donc de quelqu'un qui vit d'une économie précaire et, disons, marginale, mais en fait, en réalité, centrale, on est exactement dans la question problématique, la question de l'économie morale dans ces pays-là. Qu'est-ce que j'entends par là? Ça veut dire que son activité, qui est une activité de subsistance, elle est pour l'essentiel et pour la plupart du temps tolérée par le régime autoritaire. Elle est tolérée comme est tolérée l'activité de milliers de marchands ambulants, de petits vendeurs à la sauvette, de petits trafiquants qui font passer des choses par-delà, enfin, d'un côté ou de l'autre de la frontière libyenne ou de la frontière algérienne. C'est sur cette économie-là que repose en grande partie la subsistance du pays et de la population. Et le fait que cette activité soit soumise à l'arbitraire du pouvoir est révélé par le geste de Bouazizi. Parce qu'en fait, il faut se souvenir que le régime autoritaire fonctionne aussi sur ces poches de liberté, entre guillemets, qui sont accordées à la population. Ce ne sont pas des régimes de droit. Ce ne sont pas des régimes où les règles sont imposées à tous et doivent être respectées, y compris par la force. Ce sont des régimes où il y a des règles, il y a des limites, mais ces limites sont toujours négociées. Et en fait, la condition de vie des gens, c'est de négocier en permanence ces règles et donc de vivre dans le risque de voir l'arbitraire s'abattre sur eux. Ce qui s'est passé ce jour-là et de multiples autres jours pour Bouazizi et pour d'autres. C'est important de comprendre cette économie-là parce qu'on a souvent l'image d'un gouvernement extrêmement rigide dans lequel il y aurait des règles à ne pas dépasser. En réalité, ces régimes sont à la fois des régimes extrêmement autoritaires et centralisés, mais souvent des régimes semi-mafieux qui fonctionnent justement sur un système de donnant-donnant, non pas entre le petit vendeur ambulant et la tête de l'État, mais à différents échelons entre ceux qui négocient les limites de leur subsistance et ceux qui ont le pouvoir de leur accorder ou pas l'autorisation de subsister. Donc ce geste-là, il ne faut pas le prendre simplement comme une anecdote, il dit quelque chose des conditions dans lesquelles se sont produites ces révolutions, et je m'excuse d'avoir insisté un peu longuement là-dessus, mais je pense que c'est important de le faire. Ensuite, je voudrais essayer de dérouler l'exposé de manière un peu impressionniste à partir de différentes images. Donc là, ce que nous dit cette étincelle, c'est la condition, une des conditions de vie de ceux qui vivaient sous ces dictatures. Donc il y a quelques exemples pour cheminer avec les révolutions arabes, peut-être un peu moins, pas tous aussi dramatiques que celui-ci, en partant de l'idée que c'est une histoire qui n'est pas achevée. Et pour essayer de comprendre ce que disent les révolutions, et d'abord le plus évident, et peut-être jusqu'à aujourd'hui le moins entendu, c'est d'écouter, ou plutôt de lire, ce que disent les révolutionnaires quand ils ont l'occasion
de s'exprimer. Et je vais vous parler donc maintenant des comités de la révolution. Alors, il y a peu de pays où les révolutions ont duré assez longtemps pour permettre disons, l'élaboration ou la construction d'un socle commun, un socle politique et théorique commun. J'espère que vous pouvez lire ce qui est écrit là. Je ne sais pas si quand vous partagez mon écran, vous partagez aussi la petite, j'imagine. Voilà, c'est peut-être mieux comme ça. L'expérience des comités de la Révolution, elle s'est surtout développée en Syrie. Dans d'autres pays, par exemple en Tunisie, la révolution en fait, a duré assez peu de temps. Enfin, le temps révolutionnaire, disons, de mobilisation a été assez bref. Et c'est par la suite qu'il y a eu se sont constituées des assemblées qui ont pu élaborer des propositions. C'est la même chose en Égypte, où en fait les 18 jours, disons, qui ont conduit à la chute de Moubarak, ont été des jours où il y a eu de la discussion, où il y a eu des AG, où il y a eu évidemment de l'élaboration de communs, mais ce n'est pas aussi clair que ce qu'on a pu voir se construire au fil des semaines et des mois en Syrie, d'abord dans un contexte relativement pacifique, mais très vite, évidemment, sous les bombardements et sous la menace du régime. C'est aussi pour ça que je trouve assez remarquable ces textes des comités de la révolution syrienne, pour ce qu'ils disent aussi de la capacité des révolutionnaires à continuer à espérer des lendemains meilleurs, on dirait, alors qu'ils étaient sous le feu du régime et de la contre-révolution. D'abord, pour comprendre ces comités, il faut comprendre comment se constitue le maillage révolutionnaire syrien. Il y a d'abord des comités de coordination locaux en Syrie qui sont créés notamment par la militante aujourd'hui disparue des droits de l'homme Razan Zaitouneh, qui a été enlevée en 2013 et dont on n'a pas eu de nouvelles jusqu'à ce jour. Ce comité, le comité qu'elle a créé, semble avoir émergé très tôt, probablement dès le printemps 2011, dès ce qu'on considère comme le début de la révolution syrienne. Et ce comité publiait des communiqués qui sont par la suite élaborés en collaboration avec d'autres comités locaux, ce qui a créé une sorte d'instance supérieure des comités locaux. Et c'est en juin 2011 que le texte que vous avez sous les yeux a été élaboré et dans lequel il y a un certain nombre d'articles, mais ces articles détaillent la vision du futur de la Syrie. Et ensuite, par la suite de ce texte, sera créée une union des coordinations de la révolution syrienne qui revendiquera alors 77 comités locaux. Donc vous voyez, ce n'est pas forcément une toute petite chose, ce sont des instances qui réfléchissent et qui se coordonnent pour imaginer ce que pourra être la Syrie nouvelle. Ce qui précède la partie que je vous ai mise là sous les yeux concerne la question de la justice transitionnelle, du pardon, etc. Et puis là, c'est la partie finale que je ne vous lis pas, peut-être parce que vous avez probablement la possibilité de le lire vous-même. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça reste la base de discussion de ce qui reste des comités révolutionnaires syriens qui aujourd'hui, comme vous le savez, sont pour la plupart dissous ou en exil, mais continuent à travailler sur les questions de justice et de justice pour les violences qui ont été commises. Donc, il y a une organisation interne et une activité qui est réglée par des chartes, par du consensus essentiellement. Et c'est allé même jusqu'à organiser les élections locales dans ce qui restait, dans ce qui était ce qu'on appelait les zones libérées, ou dans ce qui reste encore aujourd'hui, les zones libérées. Ce sont aussi les comités de la Révolution qui ont organisé un réseau de médias alternatifs, parce que, comme vous le savez, un des enjeux importants des révolutions, mais en particulier de la révolution syrienne, c'était
de faire parvenir des informations et d'essayer de contrer les propagandes ou la propagande du régime. Et donc, on le sait, par la suite, il y a eu une sorte de multiplication des instances révolutionnaires en Syrie, et ces comités de la révolution ont tenté d'être une sorte de possibilité de centralisation pour essayer de fusionner les comités locaux pour arriver à représenter, y compris à l'étranger, ce qu'était la révolution syrienne. La question de l'organisation, me semble-t-il, elle a été souvent absente dans les discussions ou dans les commentaires sur les révolutions arabes, en particulier évidemment sur la Syrie qui a très vite été noyée par un discours géopolitique et un discours sur la guerre. Et le fait d'avoir regardé ailleurs, ou de ne pas avoir regardé, en tout cas, disons en Europe et en Occident, puisqu'en arabe, il y a plus de publications sur ces objets-là, ne pas avoir regardé ça, ça a participé à à faire considérer les révolutions arabes comme des objets qui seraient des objets plutôt pré-politiques, qui reposaient simplement sur l'idée d'un malaise social, sans vraiment offrir de réponses politiques ou des idées nouvelles. Pire encore, bien souvent, on a prêté aux révolutionnaires syriens des idées, ou voire des identifications qui n'étaient pas les leurs, en tout cas pas celles qu'ils s'étaient fatigués ou acharnés à coucher sur le papier et à publier dans leur propre communiqué, puisqu'on les a souvent accusés finalement d'être une sorte de couverture pour des groupes islamistes, voire djihadistes. Alors, le constat d'échec, en tout cas l'idée d'un constat d'échec organisationnel ou d'absence de théorie a dominé jusque-là les études sur le monde arabe et ses révolutions. Et c'est un constat qui a une longue histoire, qui précède celle des révolutions. Pourtant, si on prête attention aux expériences révolutionnaires, ces expériences, elles contredisent fermement l'idée de révolution comme explosion spontanée d'une colère populaire, et elles montrent la richesse théorique et politique de cet événement. Les comités locaux de coordination sont un des exemples, à mon sens, les plus concrets des révolutions arabes comme acte politique et théorique qui allient la pensée à l'action. Toujours, quand on lit leurs textes, on est frappé des allers-retours entre des principes qui sont pour l'essentiel des principes que je dirais humanistes et une pratique de l'action qui cherche à être en accord avec ces principes. Évidemment, le fonctionnement des comités lui-même en est un des exemples, mais on pourra en évoquer d'autres, comme celui du choix d'un certain nombre de symboles, d'un certain nombre de slogans, du retour, par exemple, au drapeau national pré-baathiste, avant que le parti Baas ne s'installe dans le pays, etc., etc. Donc ces comités, ils se sont formés dans plusieurs villes, arrêtez de partager maintenant, et des régions d'abord pour des visées pratiques, pour organiser des manifestations, pour la couverture médiatique, comme j'ai dit, et pour documenter très vite les exactions du régime. Et avec l'approfondissement et de la révolution, la chute de plusieurs régions aux mains de l'opposition, ces comités ont commencé à jouer un rôle social plus important, en prenant en charge différents aspects de la vie quotidienne. Dans une ville qui est, par exemple, assiégée, la question de l'acheminement de l'eau, la question de l'énergie, toute une série de questions matérielles deviennent extrêmement cruciales et ont été prises en charge par ces comités révolutionnaires. À leur apogée, donc, ils sont, disons, une sorte d'institution. Ils deviennent une institution pour la provision des services publics, pour la gestion des aides humanitaires, les soins médicaux ou la sécurité, évidemment. Donc, ils deviennent la structure principale pour l'administration et l'organisation de la vie commune dans les régions libérées. Et ce qu'on va appeler la branche civile de la Révolution, au fur et à mesure qu'une branche militaire va se constituer. Évidemment, les circonstances particulières de chaque communauté imposent une inflexion différente à chaque expérience, et il faudrait y revenir en détail pour voir comment, dans chaque contexte, ces comités ont pu jouer leur rôle, se transformer ou évoluer. Et puis, évidemment, le Conseil national syrien,
qui était censé chapeauter ces expériences-là, a des relations différentes avec ces différentes régions et ces différentes communautés. Mais malgré ces différences, un certain modèle d'organisation de la vie commune émerge en Syrie avec la révolution et offre une des réponses possibles à une alternative possible au régime de Bachar al-Assad. En tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est une alternative qui se proclame d'emblée comme une alternative démocratique. C'est une centralité de la question démocratique. Et puis, comme beaucoup de ces élaborations qui émergent des révolutions elles-mêmes, ce sont des structures qui sont centrées sur l'organisation de la vie quotidienne autour de la rupture que la révolution a créée. Mais organiser la vie quotidienne, c'est révolutionner la vie quotidienne en offrant non seulement une alternative au régime, mais aussi une autre manière d'être ensemble. Tous ces textes insistent énormément sur une des notions clés de la révolution syrienne, qui est l'unité du peuple syrien, à contrario de ce que disait à l'époque la propagande, et dit encore, dire l'égalité des individus, quelle que soit leur origine et leur confession en particulier. Donc ce sont beaucoup plus que de simples mécanismes de provision de services, mais plutôt ils constituent un geste politique qui incarne un imaginaire politique différent de celui hérité du régime syrien, qui lui a ses propres convoques, et bien souvent, y compris dans les slogans et dans les textes, les révolutionnaires syriens et leurs porte-parole détournent la propagande politique syrienne que chacun connaît par cœur, puisqu'à l'école, chacun devait apprendre par cœur les slogans principaux du Baas, pour les remettre au service, disons, d'une démocratie radicale. En particulier, ils insistent, c'est pour ça d'ailleurs que les discussions sont très complexes entre les différents organes, ils insistent pour lutter contre la centralisation étatique. Ils développent une autre conception du territoire qui est fondée sur les organisations locales. Évidemment, ils contestent le système autoritaire pour lui privilégier une démocratie participative et directe, etc. C'est également une autre temporalité politique qui englobe le temps de la révolution et celui de la vie quotidienne, et une temporalité qui pense la transition politique non pas comme des étapes, mais comme l'application in situ et dès le moment de la révolution même de ces objectifs. Alors bien sûr, l'expérience des comités locaux ne va pas durer et n'a pas résisté à la militarisation de la lutte et évidemment à la violence qui était imposée. Il y a eu cette violence, mais il y a aussi la difficulté à avoir des structures, des financements. Il y a eu aussi, bien sûr, des divisions internes qui ont été des obstacles. Reste quand même un corpus des textes. Ces comités ont produit des hypothèses pour une Syrie autre. Et ces textes, je pense qu'il faut les mettre en regard et puis voir comment ils vont circuler ou ils vont continuer à circuler ou continuer à circuler aujourd'hui. Ils ne sont pas les seuls à avoir fait des propositions sur le terrain syrien, comme on le sait peut-être un peu plus, la commune du Rojava, côté kurde, cette fois-ci, a elle aussi fait des propositions pour transformer ces espaces en des espaces plus démocratiques. L'équivalent de la déclaration des comités syriens existe pour le Rojava. C'est une constitution qui s'appelle le contrat social de la Fédération démocratique de la Syrie du Nord et qui a été publiée un petit peu plus tard, en 2014. Donc voici un des éléments qui me semble important à rappeler pour dire que ces révolutions n'ont pas été que les images qu'on a en tête, c'est-à-dire des gens qui se déversent dans les rues. Elles ont été des propositions, en tout cas elles ont permis de constituer des propositions politiques, parfois très élaborées. Alors, un des aspects qui nous a semblé quand on a écrit le livre, pardon, j'ai perdu mon...
C'est pas dans le bon ordre, peu importe. Important en termes de texte, mais là je le mets en arabe, c'est pas, c'est juste pour que vous voyez à quoi ressemblent ces expressions du politique dans la région. Il est important me semble-t-il, pour essayer de comparer ce qui se passe dans les différentes régions, montrer que ce qu'on appelle en arabe un bayan, c'est-à-dire une déclaration, est une des formes pardon, d'expression du politique dans la région depuis avant 2011. Donc ça ne surgit pas uniquement avec le moment révolutionnaire. Ce que vous avez sous les yeux, c'est d'ailleurs un article qu'il y a aussi dans le livre, et c'est une déclaration de désertion d'un village à la frontière algérienne en Tunisie. Alors de quoi s'agit-il? En fait, il s'agit de population d'un village entier qui décide de partir, tout simplement, de quitter le pays pour protester contre le fait que l'État ou le gouvernement dans lequel ils vivent ne répond pas à leurs attentes et ne pourvoit pas à leurs besoins les plus élémentaires. Dans ce cas, comme dans celui d'ailleurs des comités syriens, la question du service public, de l'État, du pourvoyeur, de la solidarité nationale est posée de manière extrêmement récurrente. Et là, l'ensemble des habitants de ce village se sont réunis pour rappeler l'ensemble de leurs revendications, mais aussi pour dire qu'ils vont partir, que ce pays dans lequel ils vivent, ils ne se reconnaissent plus dedans et donc ils le refusent. Ça pour simplement essayer de faire des échos entre les différentes régions et de montrer comment ces propositions, elles sont extrêmement radicales au sens littéral du terme, c'est-à-dire elles vont à la racine du problème. Et donc là, les habitants de ce village partent au petit matin, hein, ils embarquent femmes, enfants, familles, tout le monde, pour aller jusqu'à la frontière algérienne, hein, puisque c'est un village qui se trouve assez près de la frontière algérienne. Un certain nombre de notions clés, me semble-t-il, se dégagent de ces déclarations frontales, de cette production déclarative. L'une d'entre elles, à part celle que je viens d'évoquer sur les questions du service et de ce qu'un État doit à ses citoyens, il y en a deux qui sont extrêmement centrales. Une qui proclame le pacifisme, je reviendrai dessus, et l'autre qui proclame l'état civil. Ce sont deux notions qui sont particulièrement émergentes dans les révolutions. Alors bien sûr, vous allez me dire, certains des révolutionnaires ont pu prendre les armes, et en effet, l'exemple syrien montre que parfois, et d'ailleurs la révolution a en partie éclaté sur cette question de la prise d'armes et l'entrée dans le combat. Ce qui semble marquant dans la prise de parole révolutionnaire, et c'est surtout marquant par rapport à l'idée qu'on se fait d'une histoire de la Révolution, qui, après tout, les révolutions sont des épisodes qui généralement sont violents et assument la violence, ou en tout cas la transforment dans le cadre d'une politique, enfin, ou d'une insurrection. Le 14 juillet, la prise de la Bastille est un événement qu'on pourrait qualifier de violent. Son existence même tient au fait que le peuple prend en charge sa propre violence collective, hein, bien sûr. Dans le cadre des révolutions arabes, il y a une radicalité du pacifisme qui, du coup, apparaît extrêmement clair quand on revient sur les archives de ces épisodes. La violence, elle est, disons, très marginale, au sens où elle fait partie des routines presque, des rapports entre une certaine jeunesse de quartier populaire, par exemple, et avec la police, hein, donc du caillassage, des petites barricades, mais vraiment extrêmement contenues, mais surtout un discours sur le caractère pacifique
Alors, c'est intéressant de s'interroger là-dessus, d'autant plus que cette caractéristique du pacifisme, elle s'est encore renforcée avec les soulèvements qui ont eu lieu à partir de 2019. Comme vous le savez peut-être, les Algériens appellent leur marche du vendredi des Selmiya, c'est-à-dire des pacifiques. Donc, c'est l'identité même de leur révolte que d'être une affirmation du pacifisme. Oui, d'abord, cette affirmation de pacifisme, elle est une sorte de miroir tendu au régime. L'idée selon laquelle vous êtes la violence, vous êtes la force, et nous sommes le peuple, et le peuple se caractérise par le fait qu'il vit et qu'il veut rester dans un environnement pacifique. Et c'est une proclamation qui, encore une fois, ne va pas de soi. Elle était, ce mot de Salmiya, Salmiya, il était scandé par les Égyptiens dans leur marche du 25 janvier, quand ils s'approchaient des forces de sécurité ou de la police. Et on retrouve la formule dans de nombreuses régions. En Syrie, dans toutes les manifestations qu'on a pu filmer, disons dans les premiers 6 mois, 1 an de la Révolution, on retrouve cette invocation au pacifisme. Donc on a ce slogan commun qui est une sorte de ritournelle des révolutions, comme une déclaration d'intention, mais aussi évidemment une stratégie, une modalité de défense face à la violence d'État. C'est un slogan qui accompagne les soulèvements jusqu'à devenir donc le nom qu'on donne à la révolution algérienne ou au mouvement au Hirak algérien. Il évoque, disons, un riche répertoire de protestations pacifiques qui, du coup, a fait de la non-violence, de la désobéissance civile et de la résistance non armée un mode d'action contestateur, en prenant parfois le risque de se faire assassiner dans la rue directement. L'esprit revendiqué par la formule, qui est déjà utilisée à de nombreux endroits depuis 2011, s'inscrit dans une tradition militante qui est à la fois propre à chaque pays, mais qui transcende les frontières nationales. Son caractère spécifique réside plutôt dans sa systématisation comme mot d'ordre, comme une performance révolutionnaire, et qui va jusqu'à son paroxysme en Algérie, où vraiment on désarme les manifestants qui seraient tentés d'avoir une approche un peu plus, disons un peu moins passive, disons, des violences policières en particulier. Donc ce Selmiya, il est aussi construit comme une sorte de réponse à ce qui s'appelle le système. En arabe, on dit Nidam, le slogan phare des révolutions arabes, c'est le peuple veut la chute du système. On peut le traduire en fonction des contextes par régime, par pouvoir, mais ça veut dire système, ça veut dire un ensemble, un ordre qui inclut toute une série de choses. Et comme souvent, ce que disent les révolutionnaires, ce qu'ils désignent, ils essayent de s'en préserver eux-mêmes. Et une des façons de s'en préserver, c'est de revendiquer ce pacifisme radical. Ce pacifisme radical, il a aussi été vu dans un certain nombre de gestes révolutionnaires qui se répètent, qui consistent à vouloir, ou en tout cas mimer souvent, la fraternisation avec les forces de l'ordre, souvent avec l'armée, qui est souvent une armée de conscrits, donc considérée comme une armée du peuple. Et donc on a ces gestes qui se répètent, une tentative pour aller chercher la solidarité des forces de l'ordre, en répétant cette invocation au pacifisme. Alors, évidemment, l'invocation du pacifisme, elle peut se maintenir dans un cadre tout à fait soutenable, comme c'est le cas encore à peu près en Algérie, mais elle a buté sur de la violence beaucoup plus forte dans d'autres contextes, comme en Syrie, mais aussi en Égypte, où les affrontements avec la police, en particulier après l'élection du président islamiste Mohamed Morsi, ont été extrêmement violentes, avec des massacres qu'on a peut-être encore en tête.
Donc, évidemment, elle bute parfois sur la réalité, mais elle reste une des valeurs portées par les révolutionnaires dans le monde arabe. Elle est aussi une des valeurs pour ceux qui continuent à poursuivre des buts de justice transitionnelle ou de justice après la bataille, puisque une partie de l'énergie révolutionnaire, dans beaucoup de cas, va se tourner vers la constitution de preuves ou l'accumulation de preuves pour défendre les manifestants qui sont accusés d'avoir été violents, mais aussi pour défendre la légitimité même de la cause. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est des choses un petit peu plus classiques du répertoire militant. Là où je voudrais en venir à la deuxième grande idée qui est liée en fait, mais qui se déploie peut-être un peu autrement, c'est celle du pouvoir civil. En arabe, on dit madani, madaniya. C'est un des mots nouveaux qui ont surgi, qui semble-t-il ont surgi en politique avec les révolutions. En réalité, ce n'est pas un mot qui surgit exactement en 2010-2011, mais c'est un mot qui jusque-là était réservé à un répertoire plutôt assez peu, disons, révolutionnaire. C'était le mot qu'on utilisait pour parler, par exemple, de la société civile, des organisations de la société civile. Il était accolé à des ONG qui, dans ces pays-là, étaient très souvent plutôt des ONG qui collaboraient avec le régime, qui pouvaient avoir une action, disons, sociale, ou comme on dit en anglais, d'advocacy à l'intérieur des sociétés, mais ce n'étaient pas les franges, disons, ce n'étaient pas les mêmes personnes qui s'exprimaient avec ce mot de madani. La circulation, qui était celle du mot madani dans les révolutions, elle est très riche de potentiel politique, me semble-t-il. Il y a eu assez peu de textes qui décrivent ce pouvoir civil, ce qui s'appellerait, ou qu'on traduirait en français par un pouvoir civil. En revanche, il y a des gestes, il y a des rites, il y a des façons de faire qui montrent une pratique du pouvoir civil. C'est des rituels qui s'insèrent dans l'action, dans les manifestations elles-mêmes. Et le symbole le plus évident de ce pouvoir civil, c'est encore un exemple syrien. Je m'excuse, je repartage. C'est ceux qu'on a appelés, je vais revenir là-dessus ensuite, les casques blancs, les casques blancs qui interviennent encore après les bombardements pour aider les populations. Alors, on peut dire que c'est un emprunt, en effet, au vocabulaire des ONG aussi. C'est un peu le cas, mais c'est une extension de cette compréhension de ce qu'est un gouvernement civil. C'est un gouvernement civil dans la région. C'est un gouvernement qui n'est pas, disons, deux choses, qui n'est pas un gouvernement militaire et qui n'est pas un gouvernement religieux. Et c'est extrêmement important de comprendre que ces révoltes, elles ont porté, même quand elles étaient portées par des gens qui étaient religieux, qui pouvaient passer à la lutte armée, une aspiration à être gouverné en dehors de la loi martiale. La plupart des pays dans lesquels ces révolutions ont débuté sont des pays qui étaient sous un gouvernement d'état d'urgence depuis des décennies. Excusez-moi. Et la plupart de ces pays étaient aussi des pays dans lesquels le religieux était à la fois utilisé par le pouvoir officiel et en même temps présent comme une sorte d'alternative oppositionnelle
quasi monopolistique. Et donc, l'idée d'affirmer la possibilité d'un gouvernement civil, c'est fondamentalement, en tout cas, poser la question, même si ça n'est pas aussi simple que ça, poser la question de l'émancipation du pouvoir par rapport à l'autorité militaire et à l'autorité religieuse. Ce qui ne revient pas du tout à mettre en cause forcément la religion, mais bien à extraire le politique d'autorité qui le chapeauterait ou qui lui serait supérieure. Et ça, on le voit dans une série de pratiques dans les rues sur lesquelles on pourrait revenir. Hein. Je ne voudrais pas être beaucoup trop longue, donc je vais essayer d'aller à l'essentiel. Des pratiques, des répertoires même d'actions qui disent à quoi pourrait ressembler un État civil madani, justement. Alors, l'une des plus frappantes et aussi des plus jolies, me semble-t-il, et peut-être au départ des plus déroutantes, c'est celle, je l'ai peut-être aperçue tout à l'heure, voilà, qui consiste à nettoyer. Alors, ça peut paraître bizarre de s'intéresser à cette pratique-là, qui est... mais c'est un peu comme la revendication du pacifisme. Ça peut paraître des choses évidentes, mais elles ont été suffisamment récurrentes pour qu'on ait, me semble-t-il, le devoir de s'y intéresser et d'essayer de comprendre d'où ça vient. Alors là, vous voyez une dame dans les rues d'Alger, disons, la version la plus récente de cette histoire du nettoyage. Cette dame a fini par descendre dans les rues à Alger avec son balai toujours à la main. Un balai qui, en plus, qu'elle a brandi à la fois parce que c'était le geste de nettoyer. Ça peut être tout à fait une métaphore assez directe du balai, nettoyez-moi tout ça. Aussi parce que ce balai est vert, donc il porte les couleurs, une des couleurs fortes du drapeau algérien. Mais elle accompagne aussi, cette dame au balai, quelque chose qui est vraiment devenu une tradition. Depuis, disons, Tunis en janvier, et surtout peut-être encore plus la place Tahrir au Caire, où on a vu les manifestants le lendemain du départ de Moubarak se mettre à tout nettoyer. Nettoyer leur campement, démonter eux-mêmes, mais balayer la place. Et ce geste, pour un militant traditionnel ou pour quelqu'un qui s'intéresse aux mouvements sociaux, est vraiment un geste étrange. Ceux qui ont parmi vous la pratique routinière des manifestations savent que derrière les manifestations arrivent parfois les voitures balais dans certains pays, mais des manifestants qui nettoient eux-mêmes leur propre campement, c'est assez peu fréquent. Alors, ce mouvement-là, il pouvait être accueilli par un petit sourire, quoi, en se disant, bon, voilà, c'est un peu étrange, mais après tout, pourquoi pas. Mais je vous propose de nous y arrêter un petit peu, puisque, en fait, ce geste de nettoyage me semble dire quelque chose aussi des aspirations et disons, du discours en positif des révolutionnaires. Alors, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire de nettoyer? En fait, on a vu donc, je vous l'ai dit, sur Tahrir, les gens nettoyaient juste pour faire le ménage après le départ. On a vu s'installer, cette fois de manière beaucoup plus immédiatement intrinsèque au mouvement de révolte, des systèmes de nettoyage qui accompagnent les manifestations aussi bien au Liban, par exemple, qu'en Algérie. La population révoltée se prend en charge cette idée de nettoyer ou de faire le propre derrière elle.
Alors, on peut dire que ça évoque un certain nombre d'autres mobilisations qui ont pu avoir lieu, en particulier au Liban. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a quelques années, il y a eu de grosses manifestations contre la non prise en charge des ordures par la municipalité et par l'État. Donc là, on revient à cette question centrale des révolutions, qui est celle de la prise en charge par l'État de ses devoirs minimaux, hein, d'assurer, par exemple, la prise en charge des ordures ménagères, par exemple. Le nettoyage des rues devient en fait l'une des déclinaisons très très rapidement d'un autre mot d'ordre qui est celui de hadali, de civiliser, hein, qui est un peu lié aussi à Madani. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on est aussi dans un jeu de miroir. Les manifestations, les soulèvements, les occupations de place se doivent d'être à l'image d'une société qu'on imagine, qu'on espère et qu'on projette comme une société dans laquelle eh bien, chacun prend en charge aussi ses déchets et sa poubelle. Et c'est un marqueur du bon déroulement des manifestations que ce souci de l'environnement, hein, qui traduit un rapport totalement renouvelé, en tout cas dans ces régions-là, hein, pour ceux qui connaissent ces régions-là, mais il ne s'agit pas ici de faire de l'essentialisme, mais il est certain que dans des contextes où en fait on critique le fonctionnement de l'État, le souci de l'environnement ou le souci du bien commun environnemental n'est pas ce qui est le plus marquant. Dans le cas des manifestations, en revanche, et de manière très ostentatoire, on va mimer un rapport complètement renouvelé à l'espace public qui devient, pendant le temps des marches et des occupations au moins, une chose commune, un bien commun. Donc, dans une logique d'émulation, hein, les organisations de rassemblement, aujourd'hui, enfin il y a 2 ans, vont organiser la collecte des ordures, voire même vont jusqu'au tri des ordures, qui pourtant n'existent pas dans la plupart de ces pays. Ces dimensions politiques et pragmatiques, hein, du faire ménage en situation révolutionnaire s'accompagnent d'un autre aspect davantage symbolique. Hein. Elles se veulent aussi une incitation au grand ménage des gouvernants et du système, encore une fois, dans son ensemble. On retrouve dans les affiches, dans les pancartes, dans les slogans, cette image de la benne à ordures ou des grands sacs poubelles dans lesquels on va mettre les têtes des principaux hommes politiques, des membres des gouvernements, aussi bien dans la plupart des régions. Elle se retrouve notamment, cette pratique, à Beyrouth et au Liban, et elle fait écho autant aux pratiques cumulées des révoltes arabes qu'à une mobilisation contre l'incurie du gouvernement. On a cette pratique du nettoyage, ça s'inscrit dans une sorte de routine militante après l'occupation ou pendant l'occupation, et c'est un acte qui revêt des significations diverses. Et la signification, la plus évidente à l'intérieur même de ces mobilisations consiste aussi à transformer l'image de ceux qui sont les révoltés, de ceux et celles qui sont les révoltés, qui sont souvent des personnes issues des classes les moins privilégiées ou les plus marginalisées, et auxquelles colle une réputation d'être sale, peu soignée, et donc il y a une sorte d'entreprise de renversement du stigmate qui est extrêmement importante et qu'il ne faut pas négliger. Quand je le dis, j'ai l'impression que ça peut être quelque chose d'anecdotique ou d'assez peu important ou peut-être d'exagéré, mais il semble avoir l'insistance mise à mettre en scène cette opération de nettoyage, que ce soit aussi une stratégie extrêmement virulente et extrêmement importante pour remettre en valeur et redonner, je vais revenir au mot-clé, de la dignité aux populations révoltées et aux révolutionnaires en l'occurrence. En Tunisie, en tout cas en 2011, les protestataires qui venaient des régions déshéritées du pays, qui sont venus occuper un espace devant le gouvernement à Tunis, se sont déplacés jusqu'à Tunis. L'action de nettoyage qu'ils ont faite eux-mêmes
lorsqu'ils ont quitté les lieux, apparaît très nettement comme une stratégie de déstigmatisation, alors qu'ils avaient été victimes, durant l'occupation même, de toute une série d'accusations, hein, de la part du pouvoir, mais de la part aussi d'une certaine bourgeoisie tunisoise qui voyait d'un très mauvais œil la place principale du gouvernement occupée par des ploucs, dirait-on en français. Donc, il me semble que se jouent dans ces moments révolutionnaires, et dans la région en particulier, des élaborations qu'on doit considérer, et que je pense qu'on peut aujourd'hui considérer, 10 ans plus tard, comme étant la source, ou un répertoire, disons, nouveau pour élaborer une politique révolutionnaire arabe. Je vais m'arrêter là pour les exemples. Je vais juste dire quelques mots de conclusion. J'ai évidemment pas eu le temps ici de faire une histoire comme c'était annoncé. Il n'est pas temps, me semble-t-il, d'imposer un récit des révolutions arabes, ou en tout cas de le construire de manière linéaire, ou de pouvoir raconter une histoire véritablement. Il me semble qu'il est plus temps de se tourner vers, d'écouter ce qui a été dit et continue d'être dit dans les rues et dans les espaces de la protestation dans la région. Et que si on écoute de manière un petit peu attentive ce qui s'y dit, peut s'élaborer, enfin s'élabore au jour le jour, quelque chose comme un discours alternatif, mais aussi et surtout peut-être une pratique alternative de la politique. Le discours, j'en ai un petit peu parlé, et finalement il y en a des traces, et il faut certainement se pencher sur ces révolutions. Et plus je me rends compte que c'est à partir de la pratique que s'énoncent des propositions politiques, une idée d'un gouvernement différent, des rêves, non seulement des rêves de révolution, mais des rêves de gouvernement juste, qui font, à mon sens, le caractère révolutionnaire de ces mouvements auxquels on a assisté il y a 10 ans, et qui continuent de se produire, de se passer, disons, d'un espace à l'autre dans la région. Je vous remercie pour votre attention, et puis je serais ravie de répondre à vos questions, s'il y en a. Merci beaucoup, Leïla Darli. En effet, on va pouvoir passer aux questions si jamais les auditeurs souhaitent en poser. Alors, ils peuvent le faire avec les onglets converser ou questions et réponses. Je ne sais pas trop ce qu'ils préfèrent. Voilà, il va y avoir des premières questions qui vont arriver. Je vais vous les lire. Juste peut-être pour revenir sur ces caractéristiques des protestations lors des révoltes arabes. Vous avez rappelé l'épisode du balai et de nettoyer finalement le pays. Vous avez aussi rappelé la désaffiliation, quitter le pays aussi sous forme de protestation. L'un des éléments importants à l'époque, c'est aussi l'occupation des places, place Tahrir au Caire notamment, mais aussi ailleurs. Et on se rend compte qu'à l'époque, finalement, les révolutions arabes en Tunisie, en Égypte, étaient finalement la source d'influence pour d'autres mouvements. On pense notamment à Occupy Wall Street fin 2011. Donc il y avait à cette époque-là déjà une filiation comme ça, internationale. Et puis, chose pas forcément commune, c'était finalement le monde arabe, là, qui servait de locomotive par rapport à d'autres pays dans le monde. Voilà, donc comment vous voyez ça, vous, cette influence à l'étranger? Oui, merci d'avoir rappelé ça. C'est intéressant, et c'est important de le rappeler, bien sûr. C'est ce que je voulais dire. Je pense qu'il y a une des questions qui va dans ce sens-là, hein, la question de comment ça se poursuit, en fait. Hein. Je pense que l'image qui me semble la plus juste, hein, c'est celle du ballon qu'on passe. C'est-à-dire que on a beaucoup utilisé la contagion révolutionnaire, hein, pour parler de ce qui se passait dans la région en 2011, et des métaphores, voilà, de l'ordre ou de la catastrophe naturelle ou de la maladie. Enfin, aujourd'hui, je crois qu'on ferait moins ce genre de blagues. Mais bon, voilà, à l'époque, c'est ce qu'on disait beaucoup.
c'est pas exactement comme ça que ça se passe. C'est-à-dire qu'il y a toute une série de pratiques, par exemple des révolutions arabes, qui sont héritées en le sachant ou sans le savoir, peu importe, hein, des mouvements dits altermondialistes, par exemple, sur la constitution, dans les occupations, toujours d'un media center, des choses comme ça qu'on a vu se développer dans des mouvements à partir du moment où il y a eu Internet, etc. Donc tout ça, voilà, il y a plein d'usages finalement qui se passent et qui se redéveloppent d'une certaine manière et puis qui ensuite sont transmises, oui, se transmettent dans d'autres espaces. C'est évident que l'une des choses les plus peut-être touchantes des révolutions arabes, c'est qu'elles se soient produites là où elles se sont produites. C'est-à-dire, c'est pour ça que je rappelais au début la situation qui était celle de ces pays-là. Il faut se souvenir de ça, c'est extrêmement important de se souvenir l'image qu'on avait de ces pays-là, y compris moi qui suis née. C'est-à-dire qu'on pensait que c'était des blocs monolithiques qui n'allaient jamais, qui ne bougeaient pas. Alors, si, on pensait que ça bougeait, mais que ça bougeait simplement parce qu'il y avait des djihadistes ou des menaces terroristes ou des menaces de toutes sortes, ou la guerre en Irak, ou la guerre israélo-arabe d'une manière ou d'une autre. Enfin voilà, c'était les qualificatifs et les qualifiants majeurs de la région, c'était cela. Donc, voir s'y produire non seulement des révolutions, mais une invention, des inventions du politique qui ont remis, oui, qui ont remis sur la table l'idée révolutionnaire, tout simplement. Hein, parce qu'au fond, il y a eu des soulèvements extrêmement massifs. Les derniers, c'était la chute du mur. Et la chute du mur, moi, je pense que c'était déjà des révolutions, mais on ne les a pas considérées comme ça. On a considéré ça, on a parlé de transition démocratique, voilà, de mouvement démocratique, etc. Mais là, on était dans un autre registre. Il y a eu quelques discours transitologiques sur le monde arabe, disant, voilà, ça y est, enfin, le monde arabe accède à la démocratie comme le reste du monde. Mais en fait, il ne s'agissait pas de ça. Et il ne s'agit toujours pas de ça, ou pas uniquement de ça, même si la démocratie est extrêmement centrale dans les revendications. Il s'agit bien d'une réappropriation du politique dans un contexte, disons, néolibéral, et dans un contexte autoritaire. C'est les deux à la fois. C'est-à-dire que ce que disent, et c'est pour ça que, me semble-t-il, que les mouvements comme Occupy, etc., ont aussi senti la résonance entre leurs mouvements et ceux qui se produisaient dans le monde arabe, c'est parce qu'ils ont compris ou ils ont saisi, en fait, qu'il ne s'agissait pas simplement de faire tomber un dictateur et qu'il s'agissait aussi de la dignité humaine, des conditions d'existence. Et ça a été voilà, la manière dont ils ont pu se sentir proches et adopter voilà, je pense que ça devient aussi des symboles quand on voit les images de Tahrir, mais aussi de la place de la Paire, la Bahreïn, ou toutes ces places qui étaient occupées, elles sont des images qui s'inscrivent aussi dans la mémoire collective et dont on a envie de s'emparer et de reproduire, qu'on a envie de reproduire. Ça marche aussi comme ça, par désir d'être là et de faire pareil. Merci Je peux peut-être beaucoup. répondre à la question du coup que j'ai évoquée. Oui, voilà la question suivante. Alors, comment les révolutions arabes pourraient aboutir alors que les militaires, Algérie, Égypte ou des clans en Syrie, Liban, ont tant de pouvoir économique et politique? Donc, une question d'un des auditeurs. Alors, c'était la précédente à laquelle je voulais répondre, mais celle-ci aussi, je vais répondre Oui, en pardon. même temps, en fait. Bon, il y a quand même des pays arabes dans lesquels le printemps arabe se poursuit sans avoir recours à des métaphores. Hein. Il me semble qu'en Algérie, le printemps arabe se poursuit. Au Soudan, la poussée révolutionnaire de 2019, elle a été, disons, j'allais dire accaparée, mais c'est pas ce mot-là. En fait, l'armée a pris en charge et on a pu penser à un certain moment que du coup, cette aspiration à la démocratie allait être mise en cause, mais en réalité, on a vu il y a quelques semaines ou quelques mois que l'armée tenait son pari de redonner le pouvoir aux civils. Donc, on verra ce que ça donne, mais il y a quand même, chaque révolution a aussi sa façon de se faire. Hein.
Donc là, il y a une expérience qui a eu lieu, qui est très ancrée aussi dans des expériences syndicales, dans le féminisme aussi, beaucoup de femmes, etc. Donc on a des expériences qui sont toutes assez singulières et qui continuent, disons, enfin, à mon sens, continuent à apporter des pierres à un mouvement dans lequel, en tout cas, les peuples arabes continuent de se reconnaître, même quand ils sont extrêmement désillusionnés, parce il a fait tournant. Hein, si vous allez aujourd'hui en Tunisie, les gens vont vous dire voilà, c'est horrible, on n'en peut plus de cette révolution, etc. Mais c'est là. C'est-à-dire qu'en fait, la situation est extrêmement difficile, elle est extrêmement tendue, etc. Mais voilà, on est dans le contexte de cette révolution, on vit avec. Voilà. Donc ça se poursuit voilà, de cette manière-là en Tunisie, avec beaucoup de désillusions, avec beaucoup de difficultés. Dans d'autres pays, c'est encore le moment où on sort et vous l'avez vu, hein, les marches ont été relancées en Algérie. Enfin, beaucoup de choses ont bougé. En fait, le pays est aux mains de Bachar al-Assad comme avant, mais avec en plus la Russie et l'Iran. Donc les situations. Là aussi, il y a des manifestations en Syrie en ce moment, mais ce sont des manifestations de subsistance, hein, enfin, sur la crise économique. Donc il faudrait rentrer en détail dans chacun des pays pour voir comment ça se poursuit. Et évidemment, je ne vais pas dire que tout est bien. Il y a des moments de cette poursuite qui sont vraiment plus durs que d'autres. Mais ça a de toute façon lieu et on est dedans. Hein. On est vraiment dedans. Voilà, on est encore dedans dans la plupart des pays. Alors, comment est-ce qu'elle pouvait aboutir? C'est ça la question. Alors, j'ai dit au début que c'était une histoire inachevée, donc je ne voudrais pas reprendre ce terme d'aboutir, d'aboutissement, puisqu'au fond, moi, je ne sais pas où ça va aboutir. Et je ne sais pas comment ça peut aboutir. Hein. Mais en tout cas, si ce que vous voulez dire, c'est comment les aspirations pouvaient se réaliser avec les militaires et les clans. Aucun système politique n'est suffisamment fort pour tenir ad vitam aeternam. Et aucun n'est suffisamment faible, peut-être, pour s'évaporer du jour au lendemain. Si, par exemple, Ben Ali est parti, ça ne veut pas dire que le système de Ben Ali est parti dans le pays. Et puis, évidemment, si en Syrie, Bachar est là, je viens de le dire, ça ne veut pas dire qu'il a exactement le même pouvoir que ce qu'il avait au début du soulèvement. Donc il y a des transformations, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire. Hein. Si je prends l'exemple de l'Égypte, les militaires ont plutôt consolidé leur pouvoir aujourd'hui par rapport à ce qu'il était en 2011. Donc on est dans une situation qui est encore pire du point de vue de leur emprise sur le pays, aussi bien leur emprise politique et militaire que leur emprise économique. Donc ce sont des jeux, ce sont des rapports, enfin des jeux pas drôles, mais des rapports de force et des confrontations qui sont toujours fragiles. On a un autre exemple sous les yeux en ce moment. Alors, il ne s'agit pas de révolution, en tout cas pas encore, mais ce qui est en train de se passer en Jordanie avec les luttes de factions au sein de la famille royale peut être une autre version des difficultés que rencontrent ces régimes avec des soulèvements populaires, il faut le rappeler, hein, qui ont été extrêmement forts en Jordanie en 2011, mais qui sont encore aujourd'hui, les gens retournent dans les rues et avec une très forte colère hein, contre la monarchie. Voilà. Donc, toutes ces situations sont toutes à considérer dans leur singularité. C'est ce que je dis aussi dans l'introduction du livre, hein, chaque révolution est une prise de risque. Et la principale prise de risque, c'est celle de la guerre civile. Et je suis sincèrement convaincue que la plupart des peuples arabes qui se sont soulevés ces dernières années savaient cela. On sait, quand on sort dans la rue alors qu'on est sous un pouvoir unique depuis des décennies, on sait bien que ça ne va pas se passer comme ça ne va pas passer comme une lettre à la poste. Et on prend le risque non seulement de sa propre mort et de la mort d'autres autour de soi, mais on prend le risque de perdre et de continuer à bégayer avec ces aspirations-là. Hein. Il n'est évidemment pas exclu que les aspirations de ces 10 dernières années, elles n'aboutissent, comme vous dites, jamais. On ne peut jamais exclure cette hypothèse-là.
mais en tout cas, elles continuent à exister et à se développer. Alors, merci beaucoup. Une autre question, là, plus d'ordre géopolitique, on va dire, ou entre pouvoir français et puis l'Égypte. Égypte alors, la question, que pensez-vous de la décoration attribuée au président Al-Sisi par notre chef d'État? J'en pense beaucoup de mal, mais après, je ne suis pas extrêmement qualifiée pour ce qui concerne les décorations. Hein. Bachar al-Assad aussi a été décoré. Et voilà, c'est une diplomatie de la décoration. Le gouvernement français reconnaît évidemment le gouvernement légitime égyptien, comme il reconnaît toute une série de gouvernements légitimes qui pratiquent des violations des droits de l'homme au quotidien. C'est particulièrement, je suis plus choquée en fait par les contrats de vente d'armes, en l'occurrence, que par la décoration. C'est humiliant pour nous, mais je veux dire pour nous Français, mais je veux dire, il y a bien pire malheureusement dans les rapports entre la France et l'Égypte et entre la France et l'Arabie Saoudite, par exemple, qui bombarde, enfin qui affame et bombarde le Yémen depuis des années sans qu'on en dise grand-chose. Donc, j'ai pas beaucoup d'illusions sur la politique étrangère de la France et sur ses déclarations et ses symboles. Voilà. D'accord. On a parlé un peu tout à l'heure de l'Algérie, donc en 2019, il y a eu aussi de nouvelles manifestations qui ont abouti au départ de Bouteflika. Au niveau de la chronologie, finalement, l'Algérie en 2010-2011, elle n'a pas suivi le même chemin que la Tunisie et l'Égypte, en tout cas dans un premier temps. Est-ce que vous pouvez rapidement rappeler comment ça s'est déroulé, enfin ce qui s'est passé? Il y a eu on va dire, une sorte de décalage temporel finalement entre ce qui s'est passé en Tunisie et puis ce qui s'est passé ensuite en Algérie. Oui, c'est très intéressant enfin, alors, est-ce qu'on peut parler de décalage temporel? Je ne sais pas. Alors, je pense que si on veut prendre la séquence dans son ensemble, il faudrait quand même partir de la décennie noire, enfin, ce qui s'appelle en Algérie la décennie noire, parce que les mouvements, le grand mouvement révolutionnaire populaire qu'a connu l'Algérie, c'est celui de 88. Donc on pourrait dire qu'ils étaient très en avance sur le reste de la région, si on veut prendre les choses comme ça, même si évidemment on est dans d'autres contextes et tout. Mais quand je dis ça, c'est pas complètement, enfin je veux dire, c'est pas complètement anecdotique. Je pense que c'est assez juste de remettre le cycle dans ce sens-là. Parce qu'au fond, qu'est-ce qui se passe du point de vue dans l'histoire des révoltes populaires dans la région? Les derniers les derniers mouvements de révolte pour la dignité et pour l'émancipation qu'on a vus dans la région après les indépendances, c'est des mouvements contre la fin des subventions ou des caisses de compensation. Hein. Donc, c'est des mouvements contre les plans d'ajustement structurel. Voilà, je vais y arriver. Qui ont eu lieu. Donc, par exemple, en Égypte, c'est 77, en Tunisie, c'est 83, en Algérie, c'est 84, au Maroc aussi, enfin, dans toute la région. Comme vous le savez, le FMI a imposé, et la Banque mondiale ont imposé toute une série de réformes, dont la réforme la plus symbolique, c'est celle de l'augmentation du prix des denrées alimentaires de base, qui dans la plupart de ces pays-là, suite aux indépendances, et dans des pays où les gouvernements étaient plutôt à tendance populiste socialiste, je dirais, et donc où on veillait à ce que chacun puisse manger à sa faim, pour le dire plus rapidement, il y avait ces systèmes de caisses de compensation qui faisaient qui existent toujours dans la plupart des pays, qui faisaient que le blé, le lait, enfin toute une série de produits étaient subventionnés. Donc du jour au lendemain, on leur a demandé de mettre fin, enfin ils ont mis fin aux subventions pour se plier aux politiques d'ajustement. Et c'est une flambée qui a été de courte durée, mais qui est extrêmement importante, à mon sens, dans l'histoire contemporaine de ces pays-là. Donc voilà, tout ça pour dire que revenir en 88, c'est pas complètement idiot, me semble-t-il, parce que ça n'est pas que, on en a souvent parlé comme d'une révolte de la Kabylie, une révolte identitaire, etc. Mais en fait, c'est une révolte qui posait aussi, qui s'opposait
à une transformation du régime algérien vers une économie de rente, alors, libérale à la manière algérienne, hein, pas complètement, mais enfin qui entrait aussi dans les circuits de la mondialisation et donc qui se trouvait voilà, sur ce chemin-là. Donc je pense qu'il y a il y a une filiation assez forte. Et en 2010-2011, il y a eu des manifestations en Algérie, comme il y en a eu dans d'autres pays qui sont pas allés tellement plus loin. Et elles étaient extrêmement éclatées. Il y a eu des émeutes dans certains quartiers avec donc des jeunes qui affrontaient la police, etc. Il y a eu des corporations qui se sont mises en grève, des enseignants, des avocats, etc. Mais tout ça, la mayonnaise n'a pas pris, comme on dirait. Hein. Et par ailleurs, la stratégie de maintien de l'ordre a été extrêmement efficace. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils encerclaient les manifestants et ils embarquaient tout le monde. Donc il y a eu une sorte de... Voilà, il y a eu une tentative de se joindre qui était d'autant plus méritoire, et là je fais encore le lien avec la décennie noire, que justement le souvenir, même si la plupart des gens qui sont dans les rues n'ont pas connu forcément 88, mais quand même, le souvenir des mobilisations précédentes était relativement traumatisant, et le reste hein, aujourd'hui. Donc, je pense qu'il y a ça dans ce décalage. Il y a l'idée que, bon, voilà, il y a une petite tentative déjà en 2010-2011, une partie des gens qui sont, en tout cas, disons, des militants et qui sont aujourd'hui dans les rues, se souviennent de cette tentative-là et l'ont expérimentée. Mais aujourd'hui, ce qui se passe dans les rues d'Algérie, c'est aussi la prise en charge de toute cette histoire voilà, de tentative de changer ce régime, qui est un régime particulièrement figé, monolithique, enfin en tout cas qui apparaît comme ça, hein, symboliquement. Là, pour le coup, on est dans un régime de clan hein, très très fort, même si ce n'est pas le même type de clan qu'en Syrie. C'est les militaires, mais c'est aussi les clans. Enfin, je veux dire, en fait, ça n'a pas vraiment de sens de séparer les deux choses, parce que dans ces systèmes politico-mafieux, en fait, il y a une sorte de... Voilà, en fait, c'est pas une corporation qui préside, c'est vraiment un système clanique avec à l'intérieur. Et parfois, ça peut être ça aussi l'espoir d'autodestruction de ces régimes-là, c'est qu'eux aussi peuvent être eux-mêmes conduits disons, à la démission, à la destruction par leurs propres luttes intestines. Hein. À un moment en Algérie, on a eu l'espoir que ça se passerait aussi comme ça. Mais au fond, hein, comme tout système clanique, chacun se tient de mille manières, donc c'est pas si facile que ça de le démonter. Quoi. Merci. Alors peut-être dernière question, c'est une question un peu similaire, mais cette fois-ci sur le Maroc. Alors le Maroc aussi a une place à part. J'ai lu aussi qu'à l'époque, une des façons pas facile de manifester au Maroc et de critiquer le régime, et notamment le roi. Alors, l'une des façons de contourner la règle, c'était de critiquer l'ancien roi, Hassan II, je Oui. crois. Voilà. Mais qu'est-ce que vous pouvez aussi dire sur ce pays et sa place dans les révolutions arabes? Le Maroc, c'est un des pays où il y a le plus de protestations dans le monde arabe. Paradoxalement, il y a une vraie vie politique protestataire extrêmement, oui, extrêmement vivante, quoi. Il y a eu des choses qui sont devenues, enfin voilà, il y a des mouvements. On a beaucoup entendu parler des histoires de boycott. Il y a eu des mouvements pour le logement, des mal logés qui sont extrêmement forts. Il y a toute une série de revendications autour de la liberté d'expression et tout. Et puis il y a eu ce mouvement, pour le coup, le Maroc est à part, mais enfin le RIF est à part à l'intérieur du Maroc. Donc il y a eu une révolte extrêmement puissante hein, dans le RIF il y a 10 ans. Je ne me souviens plus des dates. Donc, voilà, moi je considère comme faisant partie de l'histoire des révolutions arabes à tout titre, au sens où il s'agit des revendications qui sont très similaires. L'étincelle, comme j'ai parlé d'étincelle au sujet de Bouazizi, mais l'histoire de ce vendeur de poissons qui a été lancé qui s'est retrouvé broyé dans une benne à ordures et qui a déclenché ce soulèvement du RIF est extrêmement lié à ce dont je parlais de l'économie morale de ces révolutions arabes.
on ne peut pas du tout isoler le Maroc. Moi, je trouve que il y a évidemment des taxonomies qui existent, hein, sur les révoltes arabes et sur les régimes arabes, où on dit, bon, les monarchies, elles sont sauvées parce que c'est des monarchies, etc. Oui, d'accord, mais enfin non. En réalité, la monarchie euh, tient une partie du territoire, et, euh, et puis... euh, et puis ça se passe ailleurs, ça se passe dans les territoires de la révolte, hein, que sont devenus qu'est le Rif en particulier au Maroc. D'accord. Très bien. Je crois qu'on va s'arrêter là. De toute façon, je voulais vous remercier, Leïla Darli, d'avoir participé à cette conférence, d'avoir donné cette conférence. C'était vraiment très intéressant. Je voulais juste rappeler à tous nos auditeurs qui peuvent se procurer le livre que vous avez dirigé. Voilà, je veux dire que oui, voilà, on est quelques-uns à avoir écrit ce livre. Vous m'en avez parlé 2 minutes, j'ai rien dit. Oui, oui. En fait, c'est pas un livre collectif habituel, c'est-à-dire qu'on a tout écrit tous ensemble, enfin à part l'introduction que j'ai signée. Voilà, justement, on a mis ensemble des spécialistes de différents espaces et de différentes régions pour essayer de saisir de ces objets qu'on considère comme étant une intelligence politique qui a émergé. Donc c'est assez proche de ce que je vous ai exposé, mais certainement plus développé. Ça a dû être compliqué, non, de choisir de sélectionner finalement les objets que vous alliez traiter. Ça a dû Oui, prendre du c'était temps. à la fois compliqué et extrêmement agréable en fait, parce que en fait, on a glané des morceaux des morceaux de révolution, et on a discuté pardon, autour pour savoir ce qui était le plus représentatif, ou ce qui nous semblait le plus significatif de ce qu'étaient les révoltes. Moi, je voulais vraiment vous remercier de votre participation à cette conférence. J'espère qu'on pourra de nouveau vous accueillir à Pessac lors Oui, ce d'un... sera avec plaisir. J'ai un très bon Ouais, souvenir de Pessac. J'ai beaucoup aimé être là. Et en effet, déjà, maintenant vous l'avez rappelé, je me souviens, oui, ça avait été décalé. ouais, ouais, tout à fait. Voilà. Bon, on a hâte de reprendre une vie avec des festivals, par exemple, qui sont des moments très, très agréables quand même. Et merci beaucoup, Leïla Darli, et je vous laisse reprendre une vie normale. Et merci aussi à tous nos auditeurs Merci d'avoir beaucoup. vraiment participé à cette rencontre. Merci beaucoup et bonne soirée. Au revoir, merci. Merci.